Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai quelques secondes de retard. Je m'étais perdu dans mon calendrier. J'étais en train de regarder où se situait l'erreur. Je ne sais pas. Bien. Bienvenue à tous. On va parler ce soir de Monsieur Wynne. Donc, comme d'habitude, petite présentation. Donc, le titre, bien entendu, Monsieur Wynne. L'auteur, Georges Bernanos. Le livre fait à peu près 315 pages. Il est paru en 1946 pour la première fois en France. Il avait connu une parution un petit peu antérieure au Brésil, et normalement vous le trouvez au prix de 7 €. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte, dans un développement qui risque d'être un petit peu long, parce que il est difficile de résumer Bernanos pour moi. Il est peut-être pas comme Dostoïevski, dont j'avais parlé, un écrivain qui écrase sa biographie, faut sans doute pas exagérer, mais sans cette biographie-là, on ne peut pas comprendre son œuvre. Et puis, c'est un pamphlétaire qui m'a touché, voilà. L'écrivain, je le reconnais beaucoup moins. Et du coup, on va parler là d'un roman de Bernanos écrivain. Donc, vous allez voir, je vais essayer d'être sincère, de ne pas être trop dans l'emphase sur certains points. En tout cas, sa vie reste la vie classique de, disons, l'écrivain d'un temps troublé. Georges Bernanos, il est né à Paris en 1888, là vous le voyez sur une photo avec son père avant 1900. Donc il est né à Paris en 1888 et il est mort en 1948, un petit peu moins de 60 ans je crois, à l'hôpital de Neuilly-Croage aussi. On pourrait donc le penser à partir de ces lieux de naissance et de mort comme un homme de la capitale, mais c'est dans l'Artois qu'il passe sa jeunesse, et dans l'Artois que se déroulent la plupart de ses romans. Il est sans aucun doute le plus grand auteur ayant mêlé vie et œuvre romanesque dans le Nord, et possiblement le plus grand écrivain du Nord, tout simplement. Je pense pouvoir le dire sérieusement. Écrivain imprégné de son éducation, comment dirais-je, éducation du temps oblige, mais catholique, imprégné de la lecture paternelle de la libre parole, monarchiste fervent dans l'Action française, il est journaliste quand la guerre éclate en 1914. D'abord, il est réformé, mais il s'engage volontaire et va servir dans le 6e régiment de dragons. Il va être plusieurs fois blessé. Il en tirera une expérience assez amère des hommes et de la guerre, mais pas vraiment comme certains autres, ce qui n'est pas une qualité ou un défaut, mais pas vraiment en l'occurrence de capitalisation littéraire. Je ne crois pas qu'il avait forcément très envie de parler de la guerre et de sa guerre. Donc après cette dernière, il mène avec sa femme et ses 6 enfants, je crois, catholicisme oblige, une vie matérielle finalement assez précaire, entièrement, mais tardivement, après quelques emplois sans intérêt, dédiés à l'écriture, après le succès de son premier livre, Sous le soleil de Satan, en 1926, donc il a déjà 38 ans. On se rassure comme on peut, quand on voit des auteurs plus âgés que soi avoir du succès, on se dit que la roue tournera peut-être. Et dès son premier livre, eh bien, le décor est là, Bernanos est l'écrivain du combat spirituel entre le bien et le mal. S'en suivent des livres finalement tous particuliers, dont on peut estimer la qualité plus ou moins grande, mais qui ont quand même de notables différences, question peut-être d'époque foisonnante. La Grande Peur des Bien-Pensants d'abord, qui est publié en 1931, qui est une défense de la Commune, qui est une attaque de la Troisième République et de la paix atroce infligée à l'Allemagne, autant qu'une ode à Drummond, dépeint en maître aux prises avec bien cette bien-pensance des conservateurs, des socialistes, des juifs, des notables, tous ne cherchant finalement qu'à tirer l'or marron du feu dans une république pourrie d'affaires et écrasant finalement la gueule des pauvres gens. Le journal d'un curé de campagne est lui publié en 1936, c'est un immense succès qu'il écrit je crois dans les Baléares, roman bien de la foi et de la spiritualité. Puis vient bien ce qui est peut-être son œuvre la plus connue, la plus acceptable aussi pour la masse, Les Grands Cimetières sous la Lune,
publié en 1938, qui est un violent réquisitoire contre le franquisme et l'Église, disons, institutionnelle, qui lui met à dos eh bien, la droite française de l'époque. Présente à Majorque dès le début du conflit, Bernanos est finalement assez rapidement horrifié, malgré des élans premiers pour le franquisme, il est très rapidement horrifié par la répression menée par ce dernier, surtout lorsqu'elle porte le nom de croisade, répression, selon son témoignage livresque, à l'encontre de kidam fusillés peu ou prou au hasard, et eh bien, il décide que la vérité s'impose à l'idéologie. Suivant son cœur, il dénoncera ce qu'il considère comme une croisade dévoyée, abusant monstrueusement du saint mot avec la complicité de l'Église. C'est ce livre qui fait de lui une figure bien revendiquée par des gens de tous bords, à gauche comme à droite, et qui lui fera perdre aussi beaucoup de ses amitiés. Menacé, il quitte l'Espagne en mars 1937 et retourne en France, France qu'il quitte très vite, écœuré par Munich, pour le Brésil. Vous avez ici Bernanos au Brésil. Il passe donc le conflit, mais le second conflit mondial, conflit dans lequel il n'a pas pu s'engager malgré son souhait, déjà parce qu'il est trop vieux, et puis il est à la fois infirme de guerre et infirme de la route à la même jambe. Il passe donc ce conflit en Amérique du Sud, lançant ses imprécations écrites contre la Révolution nationale qu'il baptise la Révolution des ratés. Il aura plusieurs de ses fils, aussi un neveu qui se battront dans la France libre. Finalement, à l'appel de Gaulle, il revient en France en 1945, même s'il met un certain temps. Et il est là encore tout autant écœuré par l'épuration et ses sanies que par le capitalisme industriel, et lance ses dernières bombes, la liberté pourquoi faire et la France contre les robots. Il refusera les honneurs gaullistes, la Légion d'honneur autant que l'Académie française, on connaît son mot qui fait la joie des amateurs de l'auteur ou des lecteurs de Wikipédia. Je le cite, « Lorsque je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie ». De même que le général disait de lui, celui-là je n'ai pas réussi à l'avoir après qu'il ait refusé une place au gouvernement. Bernanos disant du général en retour qu'il était une sorte de bibendum, à l'issue de leur rencontre, il avait constaté que vous pouviez lui parler pendant 1 heure et tout ce que vous lui disiez finalement lui rebondissait dessus. Il n'empêche que les deux s'estimaient sans aucun doute, ils font partie de la même génération, ils ont fait la même guerre, en tout cas en tant que combattants, même si effectivement De Gaulle participera aussi à la seconde. Et puis, bien on peut dire qu'ils ont eu les mêmes attirances politiques dans leur jeunesse et sans aucun doute dans leur vie d'adulte. Il meurt donc, Bernanos, en 1948, entouré d'une importante aura littéraire qui va se dissiper, il faut le dire, très vite. Et finalement, le seul reproche qu'on pourrait faire à sa postérité, c'est d'avoir eu des arrière-petits-enfants, certains comprendront. Bref, on est face à un auteur d'une assez profonde originalité, d'abord parce que romancier autant que pamphlétaire, c'est pas le cas de tout le monde, romancier de l'Artois, romancier du clergé, du combat contre le mal. Il est aussi l'imprécateur passionné contre toutes les injustices, et ceci avec une grande liberté de conscience qui ne le rattache finalement dans le fond, à aucun mouvement politique. Peut-être que c'est aussi une faiblesse. Mais comme il le disait, s'il n'y avait que des salauds dans le monde, le réalisme serait aussi le bon sens, car le réalisme est précisément le bon sens des salauds. Difficile d'en faire un dogmatique. Je ne peux que vous le recommander, au choix le romancier ou le pamphlétaire, moi que je préfère, ou les deux, au choix de chacun. Je pense que malgré, ça c'est mon avis, malgré des enjeux fort mouvants et ce qu'on pourrait appeler la patine de l'histoire, le temps qui passe, les pamphlets ont sans doute mieux vieilli à mon sens que les romans. La liberté pourquoi faire, que vous voyez là, est un de mes textes préférés, autant que La grande peur des bien-pensants, l'un tourné plutôt vers l'avenir, l'autre vers le passé, mais toujours avec cette espèce d'honnêteté visionnaire quelque part. Je pense vraiment qu'à part un névropathe revenu de tout, je vois pas tellement comment on ne peut pas être en tant que Français touché par les pamphlets de Bernanos. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que l'homme ait été exempt de tout reproche intellectuels ou matériels, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez
d'assez visionnaire, d'assez inatteignable dans sa parole, quelques tristesses infinies de tout ce qui ne fut pas, on va dire, 80 ans d'intervalle de lecture. À la limite, je veux bien écarter Les Grands Cimetières sous la Lune, même si moi je l'apprécie. Pour certains allumés nostalgiques du franquisme, chacun son truc. Ça n'est pas le mien, malheureusement, je m'en excuse. Surtout parce que ça nous concerne finalement moins, hein, ça ne parle pas de la France. Voilà, moi, je veux pas trop en faire non plus, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve vraiment que les textes post-45 de Bernanos sont d'une lucidité assez folle sur le machinisme, le renoncement, la soumission, comment dirais-je, fabriqué, voulu, finalement consenti par le citoyen, ou le contraire, consenti et finalement voulu par le citoyen, peu importe. Cette espèce d'asservissement par la technique, je trouve que c'est assez lumineux. Ce qui en fait un inclassable qui a des forces et des faiblesses, mais qui a des prémonitions terribles. Un homme pour qui, je le cite, il ne s'agit pas d'édifier des institutions libérales, mais il s'agit d'avoir encore des hommes libres à mettre dedans. Alors, on va dire qu'il y aura ce double contexte, un contexte personnel et ensuite le contexte du livre. J'aime bien toujours un petit peu développer les deux. Alors, le contexte personnel, vous l'aurez compris, il est très simple, j'aurai toujours un profond amour pour l'auteur. Ça se comprend assez bien parce qu'il a fait partie de mon côté, comme disent les Américains, born again, hein, à la littérature, ce nouveau baptême. J'ai quasi toujours dans ma prime jeunesse beaucoup lu, mais ça n'était pas une obligation et surtout c'était sans but. Et en plus avec une pause dans ma vie de jeune adulte, dirons-nous, de 18 à 22-23 ans, où j'étais beaucoup accaparé par les études et la recherche du sexe opposé. Et l'alcoolisme. Enfin, l'alcoolisme festif. Ah, puisqu'on parle d'enfance, mettons la maison d'enfance de Bernanos. Et donc il n'y avait pas de sens profond de ce qui doit être lu, ce qui n'est pas une obligation, encore une fois, hein, pour un lecteur, mais ce qui doit être lu pour sédimenter ma pensée et former des strates, même dans mon inconscient, qui soient assez solides et qui puissent quelque part m'aider à conduire ma vie, qui me donne non pas une philosophie au sens de l'étalage de mes pensées, mais une philosophie pour conduire mon existence. Et la grande peur des bien-pensants, de ce point de vue-là, était une illumination. J'avais conscience de ne pas lire le plus grand écrivain du monde, il ne l'est pas, c'est une évidence, du caractère outrancier et discutable de certains propos, même si je mets entre parenthèses l'antisémitisme qui est très surfait chez Bernanos, c'est le fruit d'une époque, pas beaucoup plus, mais c'était surtout le cri de révolte de la droite contre une bien-pensance bourgeoise. Et je découvrais enfin, quelqu'un avait eu les mots assez forts et assez justes, que je n'avais pas moi, pour un petit peu dévoiler ce que je portais comme contre-valeur et qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas vraiment trouver issue dans une gauche qui avait abandonné le pays et ses habitants, et dans laquelle j'avais beaucoup de mal à me reconnaître, voire une impossibilité presque physique. J'étais assez peu politisé, je le suis d'ailleurs toujours aussi peu dans un sens institutionnel, dans le sens de la politique au féminin, enfin du mot, hein, la politique, pas le politique, mais j'étais quand même conscient d'une différence profonde et d'une révolte intérieure en germe par rapport aux gens qui m'entouraient, que je trouvais passifs, courageux hein, sur certains points, et des gens qui vont au travail tous les jours et tout ça, mais très passifs face à la marche du monde. Je me suis sans doute assagi, affadi, avachi même, mais l'étincelle est toujours là, et bien c'est à lui que je dois, on va dire, cette première étincelle-là et une partie de son maintien. Donc voilà, je trouvais pour la première fois quelqu'un qui ne prenait pas la peine de déguiser sa pensée, qui maniait une certaine radicalité, aussi une certaine intelligence, un certain humour, et je comprenais mieux pourquoi lire. Voilà, et d'autant plus que cette critique gardait toujours une certaine actualité. Voilà, donc à partir de là, on comprend un petit peu l'amour qu'on peut avoir. C'est un petit peu comme une découverte de la musique ou du cinéma, vous gardez quelque chose en vous de cette, j'allais dire une première fois, c'est très exagéré, mais de cette renaissance quelque part, ou de cette redécouverte, ou de ce plaisir à nouveau stimulé chez vous. Voilà, donc venons-en au contexte du livre. Quel est donc ce monsieur Wynne que l'on a entre les mains ? D'abord, c'est un des rares Bernanos que je n'avais pas lu. Comme dit précédemment, je ne suis pas forcément un ravi de la crèche qui va sussauter goulûment tout ce qui du téton de l'auteur sointe. Le romancier me touche moins, et par exemple, Sous le soleil de Satan n'a pas produit chez moi d'impression durable, autre, et ça je m'en souviens encore, que l'envie profonde de sommeil dans une chambre du 7e arrondissement de Lyon que j'occupais à l'époque. Donc, contexte.
Le village de Fenouil, où se passe notre action, dans le nord, se réveille un matin de 1931 avec un cadavre sur les bras. Tous les villageois sont concernés et tous représentent, disons, un reflet scabreux et une part rance de la nature humaine. Monsieur Wynne, personnage du titre, mais finalement bien peu principal, quoique toujours planant, est lui un être puissant, érudit, malade, inoffensif et pourtant tentateur et convoiteur des âmes. Il est un diable méphitique, le lent pourrisseur de ce qu'il touche, le génie du vide et de l'inaction. Voilà pour l'intrigue résumée en quelques mots et nous allons la développer. Le livre, lui, pour parler un petit peu du contexte d'écriture et de parution, il est un petit peu à l'image de l'écrivain Bernanos. Le livre est entamé en 1931, il est annoncé chez Plon dès 1935, pourtant il ne paraît en France qu'en 1946. Il avait connu, je l'ai dit, une parution première au Brésil en 1943. Il est publié incomplet, et il est assez mal accueilli, ce qui s'entend assez bien puisque ce qui était écrit ou projeté en 1931 ne pouvait sans doute pas avoir un écho en 1946 de la même façon et aussi rapidement après la Seconde Guerre mondiale. La version complète, publiée en 1955, que l'on lit si l'on achète le livre aujourd'hui, ne donne finalement pas plus l'impression d'un roman achevé. Il l'est pourtant tout simplement parce qu'il n'a pas vocation à tout dire. Il faut l'accepter, c'est un conte nourri d'une succession de tableaux sans autre lien entre eux qu'un cadre global. C'est le quotidien d'un village et c'est aussi la fin du monde. Le titre lui-même, Monsieur Wynne, Monsieur Oui, alors on pouvait pas dire Monsieur Oui non, ça aurait été un peu moche, donc Monsieur Oui et Neu, qui est le positif et le négatif, doit finalement ce titre plus à la volonté de Bernanos de ne pas encore y convoquer Dieu et diable, il le doit plus qu'au personnage de Monsieur Wynne lui-même, Bernanos étant lassé à l'époque d'être toujours vu comme l'écrivain des curés. À travers le village, à travers cette mort symbolique du village, ce sont les impasses du monde que stigmatise l'auteur. Le village est finalement l'allégorie d'une société moderne dressée à n'espérer que ce que la technique peut offrir et qui a abandonné la vraie vertu théologale qu'est l'espérance. Enfin, une des vertus. Je cite l'auteur. « Les petits cuistres, à peu près vides de cervelle, mais les poches bourrées de programmes et de statistiques, vous diront demain que j'ai parlé un langage de poète, et non de sociologue ou d'économiste. Le sociologue et l'économiste soutiennent la société comme la corde soutient le pendu. » Bref, Bernanos est un écrivain et une personnalité importante, c'est un grand imprécateur, c'est un prophète du déclin et de l'espérance à la fois, et de la foi aussi, et de la liberté de l'homme. Un homme qui a en son temps quelque peu passé au crible les tièdes du XXe siècle, comme Blois a envoyé à rôtir ceux du siècle précédent, ils ont fatalement beaucoup de points communs. Et je laisserai la parole, je me suis souvenu de cette phrase, que j'ai noté, je laisserai la parole au procureur qui est Rebattet dans les décombres, Rebattet devenu ennemi idéologique pendant la guerre, mais qui put compter sur la signature de Bernanos à ses demandes de grâce par ailleurs, c'était un autre temps. Je cite Rebattet, donc, qui fait le procès de Bernanos. On peut invoquer la demi-folie de Bernanos, qui, dans les pires circonstances, demeure du reste digne du nom d'écrivain, avec ses livres embrouillés par les fumées de l'alcool, mais que trouent soudain des pages puissantes, furieuses ou noires. Je vous laisserai lire les autres réquisitoires, notamment la suite sur Mauriac, qui n'a pas le même traitement chez Rebattet. Peut-être qu'on reparlera un jour des décombres. En tout cas, voilà, peu importe ce que je vais dire ici d'un livre qui n'était pas pour moi, je le dirai dans la seconde ou la tierce partie, la troisième partie, il faut croiser Bernanos, à mon sens, dans sa vie de lecteur, tout simplement parce que, au-delà du propos qui nous touchera ou pas, vous ressentirez forcément, à mon sens, qu'il est un écrivain proche de vous, et tous les écrivains ne sont pas proches personnellement, on va dire, de leur lecteur. Alors, qu'est-ce que ce Monsieur Wynne ? Montons un petit peu la chose. Il est évident que la pleine littérature n'est peut-être pas le plus vendeur pour notre auteur, ni pour moi d'ailleurs, j'aurais pu prendre un pamphlet et puis bien vous livrer une collection d'aphorismes, mais bon, laissez-moi quand même vous conter l'histoire, et puis ma foi, on verra bien. Philippe, jeune homme de 16 ans, vit en vase clos avec sa mère et sa gouvernante quasi saphique, dans une maison où le père est dit mort à la guerre et ne reste de lui qu'une photo.
Leurs voisins, monsieur et madame de Néréis, un homme détruit par l'alcool et sa femme, une semi-ribaude courant la campagne sur sa charrette comme si la mort la poursuivait, sont les châtelains de Vambescourt et ils abritent dans leur château monsieur Wynne. Pourquoi cet ex-professeur de lettres, glabre et graille demeure-t-il? Qui sait? Un jour il est arrivé et il n'est finalement jamais reparti. Monsieur Wynne est, je cite l'auteur, un homme considérable, malheureusement dévoré de tuberculose, qui correspond avec le ministre de l'Instruction publique et est l'inventeur d'une nouvelle méthode d'enseignement. Philippe, le rencontrant, croit y voir, je cite à nouveau, le compagnon prédestiné de sa vie, l'initiateur, le héros poursuivi à travers tant de livres. Et pourtant, se dégage de lui quelque chose d'hideux, qui maintient les sens en éveil. Le professeur n'est-il qu'un pervers perverti, torturé par les expériences d'autres tourmenteurs adultes, reproduisant selon un schéma bien connu les sévices sans durée sur ceux qui sont aujourd'hui en son pouvoir? On ne le sait pas. Changeons de maison et rejoignons maintenant la masure du paysan de Vendôme. Vieux paysan orgueilleux ruminant sa grotesque appartenance à une lignée prestigieuse et spoliée. Ce dont il n'est pas spolié, c'est de sa fille mariée à un espèce de coureur des bois et son petit-fils boiteux. Voilà, les présentations des personnages sont quelque peu faites. Avant de mourir, le châtelain de Néréis veut absolument confier un secret à Philippe. En effet, son père n'est pas mort à la guerre. En saurons-nous jamais plus? Eh bien non, comme pour le reste. Effet de manche, masque mis par l'auteur, manque de profondeur du livre, volonté réelle, message caché, on ne sait pas vraiment. Mais rien n'est dit sur rien et nous ne sommes pas là pour résoudre un mystère, mais pour disséquer les âmes. Et du mystère il y en a, il n'en manque pas, car voilà que l'on porte sur la table de la mairie le petit cadavre du valet de la ferme des Malicornes. Le maire Arsène est là, son appendice nasal démesuré, sa passion des filles, son besoin de purification en se lavant à grands baquets d'eau 2 fois par jour. Le docteur, bon vivant, inapte aussi, n'y voit que les remords d'un vieux satyre. Un gros reliquat d'images polissonnes pas trop facile à éliminer. Orgueil, luxure, on pourrait dresser toute une collection de ces péchés de nos personnages. Un crime dans un village, voilà donc qui n'est pas bon. Et surgit la châtelaine de Néréis qui vient accuser son pensionnaire, ce brave Monsieur Wynne, si inoffensif. Dans ses mains, des fripes appartenant au valet, trouvées au château. Mais les employeurs du valet sont formels, voilà des habits que le petit martyr ne portait pas le soir du meurtre. Au retour, la châtelaine manque de renverser Philippe. Que c'est un accident, est-ce qu'il était visé? On ne le saura pas. Tous disent l'avoir retourné, la comtesse Ginette de Néréis, mais finalement tous aussi tremblent quand elle darde sur ses yeux de cadavre. Son hôte, Monsieur Wynne, elle le hait comme la mort, mais irrésistiblement il est, je cite l'auteur, honoré, servi à l'égal d'un dieu. Voilà finalement aussi que c'est le gendre du vieux de Vendôme qui est accusé, Eugène, le coureur des bois, ancien de la Légion. Lui et sa femme se sont contredits. Pas de regret sur ce point, il faut toujours mentir à la justice. Mais là, contradiction, c'est embêtant. Il faudrait que l'affaire s'arrange proprement, alors le vieux va voir son gendre, histoire qu'il se donne une fin convenable avant d'avoir sa trogne dans tous les journaux. Est-ce vraiment pire que le maire, toujours occupé à se frotter à grandes eaux, devenu dément, et qui menace de révéler tous ses errements en public, que de vouloir régler en privé ses ennuis? Le village, semble-t-il, est devenu fou. Un crime, un meurtre a porté les cœurs à ébullition. Un hideux désordre que le brave Monsieur Wynne ne peut supporter. Il vient d'ailleurs chez le prêtre le délester des lettres anonymes reçues par ce dernier et de tout ce pourrissant et dont il ne sait que faire. Trahison du prêtre, trahison du secret des âmes et des confessions. Le crime, on ne sait pas qui l'a commis, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le gendre et la fille du vieux de Vendôme mettent fin à leur jour. Qu'ils soient ou non coupables, l'affaire doit s'arranger et s'arrangera. Arrive l'enterrement du petit valet, et le curé allume l'incendie par ses paroles vitupérant sa paroisse morte. Sous le prêtre, on devine bien sûr que c'est l'auteur qui paraît. Je le cite. Lorsque le crime a été découvert, ce n'est pas moi que vous êtes venu chercher. Un crime, ça ne regarde que la police et les journalistes, pas vrai? Le mal était déjà en vous, mais il s'est mis à sortir comme de la terre, des murs. Et d'abord, ça ne vous a pas déplu, mes amis. Vous vous sentiez bien, vous aviez chaud.
Le village ressemblait à une ruche en avril. À l'idée que le coupable était parmi vous, l'un de vous, votre voisin peut-être, hein? Le sang vous démangeait dans les veines. Les soupçons, les rancunes, les haines accumulées depuis des semaines, l'horreur même du crime, il semblait que la parole de ce prêtre inoffensif eût tout fondu en un sentiment unique. Tout cela se terminera dans le désordre de ce village gangréné, le discours du maire confessant ses vices à une foule hilare, et le lynchage monstrueux de la châtelaine de Néréis. Les morts s'accumulent dans le village froid. Revoilà Philippe, pour finir dans le château vide avec un monsieur Wynne mourant. Monsieur Wynne, cet homme dangereux. A-t-on jamais vu un tuberculeux garder sa graisse? Le docteur n'en revient pas. A-t-il ensorcelé ce château? A-t-il ensorcelé ce village? On ne sait pas, et pourtant monsieur Wynne doit confesser, il le dit lui-même, je suis vide. Les secrets sont des blagues, semble-t-il, il n'en a pas. Il n'a été qu'un dévoreur d'âmes, une convoitise impuissante de la pâte humaine. Le livre se termine d'ailleurs sur un vague sentiment de surnaturel. C'est inquiétant, monsieur Wynne était bien mort depuis 2 heures, dit le médecin. Pourtant, eh bien, Philippe et lui ont dialogué jusqu'à son entrée, au médecin. Alors pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien avant de vous livrer tout ça, je vais me permettre une petite gorgée. Alors c'est peut-être l'une des fiches les plus délicates sur ce point. Usuellement, j'essaye de toujours trouver un angle historique ou plus insolite pour inciter à la lecture, quelque chose de sociologique, anthropologique, culturel. Mais finalement, face à la pure littérature, on est parfois démuni. Comme on l'a dit, on est ici face à un personnage important de la littérature de l'entre-deux-guerres et de 1945, un esprit indépendant, prophétique, qui saura anticiper la revanche de l'Allemagne par son humiliation, l'aliénation de l'homme par la technologie et l'argent, les dangers de l'absence de Dieu et de vie intérieure, le renoncement aussi de la France à son rôle, un homme qui a compté en son temps et qui bien présente un exemple parmi d'autres de pour personnel, on va dire, de la première moitié du XXe siècle, cette époque assez furieuse et troublée. Ici, on est face à une œuvre classique du Bernanos romancier. Village de l'Artois, prêtres catholiques, notables, locaux, paysans, fouille intime de la psychologie des personnages et de leurs travers, rien n'y manque. Pourtant, c'est une originalité ici, dans le fond, Bernanos abandonne l'espérance. C'est une impression de pessimisme qui domine, quelque chose de poisseux est en suspens dans tout le livre. Le combat face au mal et la déchéance de l'homme sans Dieu, eh bien, il est sans lumière. Et c'est quelque chose qui est assez rare, je ne l'ai pas forcément noté dans les idées, mais c'est un des rares livres qui m'a transmis cette réelle impression de moiteur, de pourrissement. Il y a quelques livres qui m'ont fait ça. Je sais, quand j'étais gosse, Dracula, et il y a quelques années maintenant, ceux de 14, ça m'avait transmis quasiment des impressions physiques. Et cette noirceur, qui reflète aussi l'esprit d'un Bernanos en crise au début des années 30, rend finalement quelque chose de dissonant dans la chronologie des publications de l'auteur. Et il manque quelque chose comme un habituel cri de révolte. On a l'impression que le mal triomphe, alors bien pourquoi se battre si le salut ne nous est pas accessible? On y trouve aussi ce que l'on attend de l'auteur classiquement et des œuvres du temps, c'est-à-dire une critique sociale, notamment du pauvre, privé de Dieu par le bourgeois. Du silence, et non même pas du blasphème, imposé au divin par la société moderne. Je cite le prêtre, « Et si toute autre issue lui est fermée, il en trouvera une dans la chair et le sang. Oui, monsieur, vous le verrez paraître sous des formes inattendues et, j'ose le dire, hideuses, horribles. Plus que l'obsession de l'impur, craignez la nostalgie de la pureté. » Pourtant, eh bien dans le livre, on est immergé en préambule dans l'action. Aucun personnage n'est présenté, les tableaux s'enchaînent les uns après les autres, peu d'éléments temporels sont fournis, les transitions sont très abruptes, et à mon sens, il faut passer une bonne 50aine de pages pour commencer à pouvoir apercevoir et comprendre un ensemble de la scène. Qui, en quelle saison, pourquoi, personne ne sait. Et donc il est difficile de donner résumé d'un livre qui n'est pas une suite d'événements, dont l'auteur rendrait compte, d'autant plus que les ellipses sont légion et que bien les personnages ne semblent pas voyager, ils semblent plutôt s'évaporer, se dissoudre. Est-ce pour autant est-ce que pour autant, comment dirais-je, ce crime
crime dont on ne connaîtra jamais l'auteur, ne sert qu'à discerner comment le groupe des villageois bascule dans la malveillance et la haine. Est-ce que c'est un instinct grégaire, un groupe primitif? Eh bien, une atmosphère étrange règne, mais tout est dissimulé, sans que l'on ne puisse savoir si bien quelque chose nous échappe ou si cette dissimulation cache un vide chez l'auteur, une absence de finalité non voulue, une espèce, disons, d'impossibilité d'achever son œuvre. Alors ceci étant dit, j'ai pu lire parfois des critiques, notamment sur ce livre, qui reprochent un manque de fond du fait que très souvent, et moi le premier, on ne parvient pas, ou on parvient très mal à expliquer Bernanos, à moins d'être, comment dirais-je, un exégète expert en la matière. Il vous filerait entre les doigts parce que finalement il est vide. Je conteste assez formellement cette vision. Je pense qu'on peut, de façon compréhensible, reprocher ça à ce livre peut-être, mais jamais de la vie à l'auteur. Hein. Si je trouve pas les mots justes pour expliquer Bernanos de bonne façon, c'est parce que sans doute je suis trop con et pas plus. Hein. Mais il n'empêche, et je parlais du livre, il est vrai que dans le cas de Monsieur Wynne, on a parfois l'impression de l'armature d'un zeppelin dans son hangar, sans sa toile. On ne sait pas si on a l'impression que rien n'est fini ou si rien n'est réellement fini. L'enquête policière rassemble tous les éléments d'une enquête, mais sans qu'elle ait lieu, sans que l'on cherche vraiment le coupable. Tous les actes des protagonistes ont quelque chose d'étrange, ils ont quelque chose de malsain, d'inachevé, de déplacé, d'inexplicable. Les velléités ne sont jamais exprimées, très rarement les sentiments, très rarement les intentions. Les secrets, comme comment dirais-je, la non-mort du père sont révélés, mais ils perdent dans la seconde leur importance. Le secret d'ailleurs final de Monsieur Wynne, c'est le néant. Et on peut faire de lui un Satan parasite, un dévoreur d'âme, un manipulateur, mais il n'est qu'une présence qui plane, une espèce de, même physiquement, un espèce de chancre mou et flasque. Il est le personnage titre finalement que d'une importance relative, ce qui ajoute à cette espèce de malaise global. C'est un espèce de circuit où on évolue de la maison morte d'un père mort jusqu'à la mort de Monsieur Wynne. Le titre de l'œuvre d'ailleurs, je ne l'ai pas dit à la base, c'était, qui est à mon sens bien meilleur, mais c'était La paroisse morte, titre qu'il a abandonné, comme j'avais dit, pour ne pas être encore l'écrivain des curés, de la religion et de Dieu et du diable. Peut-être aussi qu'on peut y ouvrir des tiroirs simples dans ce livre, comme les péchés capitaux, représentés assez symboliquement et très facilement accessibles par chaque personnage principal. On peut aussi y voir peut-être la faillite des élites, qui sont dépassées par un événement local et qui se révèlent tout en pourrissement elles aussi, prisonnières de leurs sentiments, de leur scientisme, de leur incompétence, de leur irresponsabilité, jusqu'au prêtre qui renoncera à son travail des âmes et qui déclarera la paroisse morte, avant d'inscrire un adieu sur le mur qui symbolise sans doute son suicide à venir. Paroisse de Fenouil qui est elle-même noyée dans une atmosphère sointante, boueuse, putride, toutes ces eaux funèbres qui rendent l'homme physiquement puis moralement malade. La disparition d'un monde, la disparition de l'aristocratie foncière et des aristocrates de Dieu, une disparition qui peut être regrettée, mais qui, sous la plume de Bernanos, est toujours faite de leur futilité et de leur renoncement, de leur trahison, de leur étroitesse d'esprit. Et c'est toujours l'impossibilité d'une relève par les nouveaux arrivants qui sont très souvent scientistes, incapables, athées, et ce dont le mal profite par les interstices qui lui sont laissés. Le scientisme a finalement créé des monstres que le prêtre n'est plus apte à guérir, et bien le renoncement et le triomphe du mal dans cette paroisse en tout cas. Un autre thème, et là c'est strictement personnel, qui est cher à Bernanos, c'est l'enfance. Et on peut imaginer aussi une mise en garde contre les tuteurs que l'on se choisit et qui forment les adultes que nous devenons. La voie est ténue entre le bon et le mauvais. Peut-être aussi que le professeur est simplement une allégorie de Satan, un diable que tout le monde déteste, mais que l'on honore, que l'on sert, comme j'ai dit pour l'auteur, à l'égal d'un dieu. Le ni oui ni non est toujours parasite, toujours séducteur et spectateur du déclin des hommes par eux-mêmes, et seulement en prononçant quelques paroles. Voilà, qui sait. En tout cas, même dans cette perdition, ce Satan n'est plus, au travers de Monsieur Wynne, qu'un être en souffrance physique et psychologique. Il est un diablotin, finalement, énigmatique, flasque, compassé, ridicule, et on pourrait se dire que nous avons tant perdu Dieu que le mal triomphe par un de ces archontes bien médiocres. Voilà, vous en ferez votre idée, et
vous en tirerez les thèses qui vous séduisent si vous êtes amené à lire ce livre. Vous l'aurez compris, c'est une lecture assez déstabilisante. Surtout, il faut le redire que eh bien, l'entrée en matière est vraiment très abrupte et qu'il fait partie de cette classe de livres que l'on pourrait qualifier de difficile parce que, bien surtout difficile à pénétrer dans les premières pages où l'on est projeté de scène en scène sans tellement comprendre les liens qui attachent les actes et les personnes. Cette espèce de déconstruction perd un peu, on se surprend parfois à relire une page pour savoir de qui l'on parle, et l'œuvre présente bien ce que j'ai ressenti moi en tout cas comme un inaboutissement, donc une certaine instabilité. Mais après tout, le mal lui-même est quelque chose de très instable, il n'y a pas de continuité. C'est typiquement un livre que j'aurais aimé apprécier, et ce, d'autant que Bernanos disait y avoir sué sang et eau, pour un résultat qu'il considérait comme bien le plus ambitieux de ses romans. Malheureusement, comme d'ailleurs je l'avais dit pour le vent de Salomon de la ville, pour lui c'était son œuvre la plus réussie, et bien moi ça n'est pas mon ressenti. Non pas que le livre ne soit littérairement pas bon, ni que j'ai été vraiment gêné par ses finalités mortes, ça n'est pas gravissime, mais c'est juste cette impression d'en ressortir sans aucune édification, pas plus qu'il ne m'aurait permis quelque part de m'évader. Comme je l'ai dit, il y avait ce côté poisseux qui m'a suivi dans toute la lecture. Et moi, ça fait partie de mes objectifs quand je lis. Et si vous ne les partagez pas, peut-être qu'il pourra plus vous plaire. Et c'est finalement, comme j'avais dit, presque un conte auquel eh bien, il manque cette lumière habituelle, cet espoir, ce message. Il n'y a plus la sainteté du soleil de Satan, même si le soleil de Satan est pareil, une lecture, alors pour le coup, qui m'avait plus ennuyé que déplu. Et moi, je reste pour ma part convaincu, mais encore une fois, hein, je ne détiens pas la vérité, mais je suis convaincu que si le livre a connu une gestation si longue, bien c'est un problème, car l'auteur comme l'époque avait changé, et je crois que Bernanos doutait, à mon humble avis, et c'était quelqu'un d'ailleurs de très anxieux qui doutait beaucoup, de la manière de le conduire à son terme. Est-ce que c'est une déconstruction volontaire? Est-ce que c'est finalement l'aboutissement d'un processus de création? Est-ce que c'est quelque chose que l'auteur a subi? Eh bien, je ne sais pas, et je ne pense pas que qui que ce soit soit capable de le dire. Vous parlez pour ne rien dire, finit par dire Philippe Awin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un message qui transparaît? Eh bien, c'est possible. Alors, je pense que les avis seront partagés entre cette impression et celle d'autres lecteurs qui y verront bien la profondeur d'un livre peaufiné et mûri pendant longtemps. Mais je crois que ce livre, qui par ailleurs, par son mystère un petit peu, a été très analysé, s'entoure d'un mystère que je crois involontaire. Il reste Bernanos, à mon sens, un auteur incontournable, mais j'essaye d'être sincère dans mes propos, ou honnête, je ne sais pas quel serait le terme le plus approprié, et bien je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Moi, le Bernanos romancier ne trouverait pas sa place dans mon panthéon, à l'inverse du pamphlétaire. Dans ce dernier, je trouve que la profondeur qu'il y a, l'insaisissable aussi parfois, l'assemblage hétéroclite qui n'explique pas toujours ses raisons, eh bien, chez le pamphlétaire, ça donne moins cette impression d'inaboutissement et de hauteur peut-être recherchée. Je trouve qu'il y parle plus vrai que le romancier, parce qu'à mon avis, Bernanos est bien plus un homme de cœur et de volonté que d'esprit et de philosophie. Et encore une fois, ça n'est que mon opinion. Voilà, donc nous en avons fini. Nous terminons comme d'habitude, bien entendu, par une phrase et une note. Je vous lis la phrase, lapidaire, et qui, je crois, résonnera encore aujourd'hui et vous fera peut-être sourire. Le monde est en train de pourrir par les vieux. Ah, peut-être que vous touchez là, ou plutôt vous entendez, comment dirais-je, une sorte de préscience chez Bernanos. Et bien sûr, la note sera Bernanos sur 10, hein. Je crois que ça s'imposait. Voilà donc pour ce soir. Nous en avons terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. J'ai conscience que bon, ce sont des restitutions très littéraires et avec un côté bien entendu moins historique. On est toujours dans la pure littérature. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Donc j'espère que ça vous aura quand même éventuellement donné envie, au moins peut-être de découvrir une autre facette de l'auteur, si ça n'est pas celle-ci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bernanos, je pense sincèrement que vous manquez quelque chose. Et donc n'hésitez pas. Ensuite, pour notre programme, eh bien, mercredi, nous recevons Hydargos qui va nous parler des Achéménides.
Alors il me reste encore à lire ce qu'il m'a envoyé comme travail, je vais m'y atteler peut-être après ou demain, je ne sais pas, mais je vais regarder un petit peu ce qu'il nous a produit sur le sujet. En tout cas, nous parlerons des Achéménides. Sujet très intéressant parce que d'autant plus nous avons dimanche une occurrence d'une histoire éolique qui sera donc sur Crésus, roi de Lydie. Donc bien entendu un lien avec les Achéménides, donc c'est très bien. Le hasard fait, semble-t-il, sur ma chaîne de nombreuses reprises bien les choses. Donc vous aurez une espèce de vision un petit peu complète de la chose, antérieure et postérieure. Et vendredi, je ne sais pas ce que je fais, c'est pour ça que j'avais un petit peu de retard quelques secondes, parce que j'étais en train de regarder à la fois mon programme sur Discord, sur Twitch, et mon calendrier que j'avais fait où rien ne correspond, donc je sais plus ce que je vais faire, mais je crois que je vais trancher en faisant un petit Verdun, donc ce qu'il y a sur Twitch ne correspond pas, je crois que j'ai mis War Thunder, alors que j'ai supprimé ça depuis longtemps, et que j'ai pas très envie d'y jouer, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas joué, mais peut-être qu'un jour j'en ferai un petit peu avec des gens. Et j'avais mis sur mon calendrier GeoGuessr, donc on en a fait un il n'y a pas très longtemps, donc on va attendre un petit peu. Remarquer Verdun aussi, donc je ne sais pas. Sincèrement, pour vendredi, je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais partir sur un petit Verdun, en solo ou avec des gens, s'il y a des gens qui veulent jouer avec moi, je suis toujours partant. Et puis voilà, donc voilà pour la semaine qui nous attend. Je referai comme d'habitude un point d'étape et je mettrai à jour à la fois sur Twitch et sur le Discord le calendrier à venir. Et donc d'ici là, bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bon début de semaine à tous, et nous nous retrouvons mercredi pour parler des Achéménides. À bientôt.